De l'Afrique à l'Europe, en passant par les Amériques, l'Asie et l'Océanie. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopulse. Cette émission qui décrypte l'actualité internationale en passant par plusieurs événements qui se sont déroulés dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine. Encore l'Ukraine et toujours l'Ukraine. Nous allons évoquer les dernières décisions, ou plutôt les dernières planifications de Donald Trump qui évoquent une rencontre éventuelle entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et nous allons aussi, en quittant les États-Unis, en quittant l'Ukraine, nous allons parler d'Israël. Israël qui a décidé de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Aujourd'hui avec moi, Mathurin Acha. Mathurin Acha, bonjour. Modeste Dossou, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Géopulse et merci d'être avec nous. C'est un espoir. Nous allons partir tout de suite, Mathurin Acha. L'Ukraine aujourd'hui est toujours en ballottage. Donald Trump évoque une rencontre probable, un sommet bilatéral entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez que cette rencontre, ce sommet donnerait? Bon, déjà, il faut notifier que celui qui détient la clé de la crise en Ukraine, ce n'est pas Donald Trump, c'est plutôt Vladimir Poutine. Une rencontre entre les deux personnalités ne serait pas forcément une mauvaise idée, mais il faut d'abord voir quel est le niveau d'implication des deux dirigeants à se rencontrer. Et, sauf décision de dernière minute, le Kremlin s'est toujours montré peu enthousiaste par rapport à une telle rencontre. Si ces derniers temps, j'y arrive, Moscou a ouvert la voie à une éventuelle rencontre avec Volodymyr Zelensky, c'est parce que Donald Trump certainement est en train de mettre la pression. Reste à savoir aussi ce que l'Ukraine viendra mettre sur la table de négociation. La Russie reste quand même droite dans ses bottes et dénazifier l'Ukraine, l'éloigner de l'OTAN reste ses objectifs. Vladimir Poutine a encore les clés et il joue certainement. Vous allez constater que sur le terrain, sur le front de bataille, les troupes russes continuent d'avancer et c'est une bonne augure pour Moscou qui espère engranger plus de terrain afin de bien négocier. Oui, mais certains disent que une rencontre entre Vladimir Poutine et Zelensky ne pourrait pas avoir vraiment les clés entre les mains et que ce serait l'Europe et les États-Unis qui lui dicteraient ce qu'il dirait avec Poutine. Est-ce que de cette rencontre, une décision pourrait sortir? Oui, une décision pourrait venir changer la donne. Ce que réclame la Russie, elle est connue. Les revendications ne datent pas d'aujourd'hui non plus. Reste à savoir où est-ce que va se tenir cette rencontre-là. Dernièrement, la Russie a proposé que ça se tienne en Pologne et en fonction des liens aussi étroits entre Moscou et les autorités polonaises, l'Ukraine a dû décliner l'invitation, mais j'ai eu idée, j'ai eu écho plutôt que ces derniers temps, je crois le pape a proposé sa médiation également. Une telle rencontre pourrait également se tenir au Saint-Siège. Mais reste à savoir qu'est-ce que l'Ukraine propose réellement. Parce qu'on n'évolue pas dans la discussion réellement. La dernière fois, il était à Washington. On a vu les discussions. On n'a pas eu grand-chose forcément de ce qui est ça. On parle de conditions de sécurité ou bien des garanties de sécurité pour Oui, l'Ukraine. justement, à Washington, que vous avez évoqué, il a fallu quand même l'appui de tous les dirigeants, d'un grand nombre de dirigeants européens pour que Oui. Zelensky puisse s'en sortir un peu souriant. Est-ce que sans les Européens, Zelensky pourra-t-il vraiment discuter? Que mettra-t-il sur la table face à Moscou? Non, justement, c'est là la question. Ce qui se joue en Europe, c'est presque l'avenir de l'Europe également qui se joue. C'est pourquoi les Européens se tiennent à chaque fois aux côtés de Zelensky pour l'aider à avancer dans les négociations. Zelensky est dans une dynamique de permettre à son pays de retrouver ses frontières de 2014 et j'ose croire que ce qui pourrait y arriver ne serait forcément pas ça parce que chaque fois que la Russie engrange de terrain sur le champ de bataille, ces territoires engrangés au cours des conflits ne pourraient pas être rétrocédés sur un simple accord de paix signé. C'est là la vraie problématique. Justement, la dernière fois, Donald Trump a évoqué la question de la Crimée, qui selon lui est russe. Il a évoqué une Crimée russe. Est-ce que cela ne veut pas dire que Donetsk et d'autres territoires qui sont aux mains de la Russie aujourd'hui ne seraient pas rétrocédés?
Bon, n'étant pas dans le secret des négociations, je dirais tout simplement que la Crimée russe, c'est pas une nouvelle. C'est pas une nouvelle. Ce territoire-là est administré par les autorités russes depuis des années déjà, depuis 2014. Aujourd'hui, ce que l'Ukraine veut retrouver ces frontières-là, c'est-à-dire une Crimée ukrainienne, ce qui ne serait forcément pas Ce qui est possible, presque impossible, hein. presque impossible, s'il faut le dire, presque impossible, parce que pour la Russie, c'est un territoire qui aujourd'hui est administré par les autorités russes, donc on passe à autre chose. Les 4 nouveaux territoires qui ont été conquéris l'année dernière et conquis autant pour moi l'année dernière, je crois que on peut encore négocier, c'est possible, mais ça dépendra des garanties que peut-être les Européens et les Américains vont donner pour mettre la Russie en confiance et pour permettre à ce que cette Russie-là qui ne veut pas se retrouver au bord de ses frontières les pays de l'OTAN. Justement, en parlant de garantie de sécurité, la question de l'Ukraine dans l'OTAN, je pense que c'est fini. Bon, pour Donald Trump, si il va falloir que le président américain continue toujours pas porter le lead de ces négociations, il n'y aura pas d'Ukraine dans l'OTAN. Je Il crois n'y que aura pas, cette question il n'y ne va aura pas pas durer. d'Ukraine dans l'OTAN. En tout cas, on attend de voir la suite des événements. Nous allons quitter cette actualité rapidement et passer à une nouvelle actualité où il y a aussi une guerre qui se déroule actuellement, c'est Gaza. Israël a décidé de prendre le contrôle de la bande de Gaza, de mobiliser environ 50 000 réservistes pour prendre le contrôle de cette partie de la Palestine. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Non, c'est justement le droit international qui est en l'air, c'est le droit international qui est bafoué. On se retrouve dans un territoire qui aujourd'hui est totalement détruit, et où il n'y a pas d'aide humanitaire, il n'y a pas d'accès aux soins, il n'y a rien. Ça fait quand même bizarre que la communauté internationale ne puisse pas agir pour empêcher ce qui se passe. On ne valide pas non plus le 7 octobre. On ne le valide pas non plus, c'est à condamner. Mais il faut faire une nuance entre les populations civiles de la bande de Gaza et le Hamas. Je ne crois pas que tous ceux qui vivent dans la bande de Gaza sont militants ou sympathisants du Hamas. Donc la décision d'Israël d'occuper ce territoire, je crois que elle n'est pas forcément la meilleure décision à prendre en l'état, parce que des négociations sont en cours et il fallait quand même laisser la chance à ce portail diplomatique au lieu de forcer le verrou sécuritaire, qu'il faut le préciser, depuis près de 2 ans déjà n'a pas permis de libérer les otages. Effectivement. Donc, Beaucoup d'observateurs, hein, voient dans cette guerre une volonté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de se maintenir au pouvoir pour échapper à la justice. ce qui est juste, C'est à cela? ce qui est juste, parce que plus la guerre se poursuit, plus il a le temps de conserver son pouvoir, d'asseoir son pouvoir et de se projeter même. Parce que vous allez constater que depuis ce temps, on parle de cabinet de guerre, on ne parle pas d'un gouvernement vraiment légitime, on parle de conciliabule entre acteurs politiques pour se maintenir. Donc, Benjamin Netanyahu, si aujourd'hui n'est pas Premier ministre, il se retrouve devant la justice. Donc, il a intérêt personnellement que la guerre se poursuive pour pouvoir maintenir son poste. Mais les soutiens d'Israël, en l'occurrence les Européens, ont commencé par de Faire mettre marche la arrière. pression à Israël. Certains ont dit qu'ils vont reconnaître l'État palestinien. L'Australie l'a évoqué La France. récemment et il y a eu aussi une guerre, hein, de propos, une guerre de mots entre Benjamin Netanyahu et le Premier ministre australien. Et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que l'Europe va finir par lâcher Israël ou c'est juste des mots? Bon, en l'état, ça reste des mots, mais il faut reconnaître que la décision française déjà, qui a été annoncée par Macron récemment, de reconnaître l'État de la Palestine, ça, il est vrai, ça reste symbolique, mais politiquement, ça a un impact fort, parce que ce qui se fera devant l'Assemblée nationale et générale des Nations Unies est sujet. Donc, aura, ce serait comme un appel lancé aux autres États également. Vous voyez par exemple l'Espagne qui depuis fort longtemps réclame cette reconnaissance-là. Aujourd'hui, ça change le statut au fait. Ça change le statut. C'était un territoire sur lequel Israël combattait, mais là, après l'Assemblée générale des Nations Unies qui se projette en septembre, ce ne serait plus un territoire, mais ce serait un État. Et les considérations géopolitiques vont changer, les rapports de force également vont changer sur le terrain. Donc c'est normal que ça puisse inquiéter. Les Européens avaient peut-être à tort apporté leur soutien aux Israéliens dès le début, mais je crois aujourd'hui que la réponse apportée par Israël n'est pas proportionnelle
forcément à l'attaque subie. C'est pourquoi ils sont en train de changer de camp. Et pendant ce temps, la colonisation continue en Cisjordanie. Ouais. Et en tant qu'observateur, dites-nous, est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour il y aurait un État palestinien? Modeste Dossou, c'est une question sur laquelle je ne m'aventurerai pas forcément parce que ça dépendra de l'activisme du monde arabe. Du monde arabe parce qu'il y a plusieurs États qui ont la possibilité de dénouer cette crise-là, qui peuvent peser dans la résolution de cette crise-là, mais qui ont tout simplement fait le choix du business, qui ont fait le choix des relations avec, de privilégier les relations avec les États-Unis, qui ont aussi fait le choix d'avoir un allié comme Israël de défendre le monde musulman, ce qui est totalement abject. Et je m'abstiens quand même de les juger. Mais un État palestinien, je crois qu'il faut de nouveaux leaders pour négocier ça, tant en Israël, tant qu'en Palestine. Un État palestinien, il faut de nouveaux leaders pour négocier cela. On espère bien que, à la longue, l'État palestinien naîtra. On espère bien que la guerre s'arrêtera tant en Ukraine qu'en Palestine. Mesdames, Messieurs, nous avons évoqué la guerre en Ukraine, la crise ukrainienne, une probable rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Nous avons évoqué aussi la décision de prise de contrôle d'Israël de la bande de Gaza. Nous avons évoqué tout ça, essayé de décrypter tout cela pour vous. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Géopulse, c'est fini.